Hi, this is Michael Shirkin and welcome to my YouTube channel, Pax Americana. This video is an interview that I did with retired French General Guy Hubin, in which we talked about his work and also his views on what's going on now in Ukraine. Guy Hubin, for those of you who are not familiar with him, he basically is, of all of the living French military theorists and strategists that I've met, he is, I think, by far the most interesting one of them. And I've found that engaging with his work and his ideas has been very stimulating and provocative in all the right ways. The book that he talks about in this video is, and he calls it in the video, the interview, he calls it Mon Petit Bouquin, is this book here, which is called Perspective Tactique, which was published in the year 2000. This book was required reading in French military schools, at least for a while. I don't know if it is today, but it's absolutely fascinating. And it's all a look at what does modern technology do for the modern battlefield. And it's an argument for having to completely reorganize and rethink the way that armies are organized and the way they operate and their approach to tactics and strategy, etc. He also wrote a second book, which I have here, La Guerre. It's an extension of some of the arguments that he has in Perspective Tactique, and he also added some other interesting arguments too. For French viewers, I put links from Amazon France in the description below, which I would encourage you to check out. Plus, of course, buying books through the links is a very great way to support this channel at no extra cost to yourself. Hubin has never been translated into English, and as far as I know, I'm probably the only American who's ever read Hubin. And I'm probably the only one who's even ever written about Hubin in English. So if you want to learn more about Hubin, unfortunately, you're stuck with me as your guide. I did a video earlier about Hubin in which I talk about Perspective Tactique and also his second book, La Guerre. And I've got a link in the description to that video. Also, I wrote an article about Hubin for War in the Rocks. Again, there's a link in the description. The interview I did with him is in French. The audio quality is not at all what I would like, largely because of the gear that I think General Hubin was using on his end. And I really apologize for that, and I apologize to anybody who wants to listen to this as a podcast, because it's going to be rough going in terms of trying to understand what he's actually trying to say. I have, however, added subtitles in both French and in English. So for those of you watching YouTube, fortunately, the subtitles go a long way to explaining or communicating what he's actually saying, even if sometimes the sound quality gets in the way of understanding his words. There are two instances in which I couldn't even actually make out the word, that I kept having to rewind and rewind and rewind, and in the subtitles I just left it as like an X, because I'm not really sure. Fortunately, in those instances, the meaning of the sentence, the meaning of his argument is still apparent. So without further ado, we're going to switch to the interview, and thank you very much. Please like and subscribe and stay tuned, because there will be similar interviews they're already in the pipeline. So again, thank you very much. And now the interview. Hello and bonjour. Welcome to my YouTube channel, Pax Americana, a conversation about world affairs, global conflict, military strategy, and anything else that happens to be on my mind. Today, it is my great honor to have French General Guy Hubin as my guest. He's going to talk about his work on the future battlefield and future warfare. I had the pleasure of meeting General Hubin about, almost 10 years ago, when I was doing research for the RAND Corporation on French approaches to networked warfare. And General Hubin is probably I think the most important theorist in France about networked warfare and the future of warfare. His book that he wrote in 2000, Perspective Tactique, I think will have a long legacy, I believe. This time, however, I'm going to take the unusual step, in that I'm going to actually do this conversation in French, and I'm going to go back and then add subtitles. We'll see if that works. Donc pour vous qui entendez le français, je vais faire cet entretien avec le général Hubin français, et après ça je vais rajouter des sous-titres en anglais. Donc on va faire un mélange et on va voir si ça marche. Mais alors je vais commencer. Donc monsieur le général, merci beaucoup d'accepter cette invitation, de parler de votre œuvre et de vos idées. Le propos de cet entretien, c'est plutôt, au lieu de reprendre vos idées dont j'ai jamais parlé,
dans une autre vidéo et je vais mettre un lien au-dessus et si ça vous intéresse, vous pouvez voir le lien. Mais ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est plutôt les raisons pour lesquelles vous avez fait votre travail. Et deuxièmement, on va parler de si il s'agissait de réécrire ce livre. Maintenant que vous avez écrit le livre en 2000, comment est-ce que vous ferez différemment? Et troisièmement, on va aborder la question de la guerre en Ukraine et la question des leçons. Et si vous voyez dans la guerre en Ukraine des choses qui vous intéressent, merci, mon général. Et je commence donc avec cette question-là. Alors, pourquoi est-ce que vous avez écrit votre livre Tactique Perspective? Alors, en fait, ce petit bouquin est le résultat de réflexions qui datent des années 90. À l'époque, j'étais très intéressé par les développements technologiques qui touchaient à la précision des armes, qui touchaient au changement d'organisation des réseaux de transmission, qui touchaient à l'amélioration considérable des moyens de renseignement, d'acquisition de l'information. Et donc, je me suis dit que nos conceptions tactiques, qui dataient souvent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, étaient décalées par rapport à nos capacités technologiques depuis les années 80-90. Et donc, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui avait radicalement changé et qui était de nature à remettre en question nos conceptions d'emploi des forces, d'organisation des forces et de conception de la manœuvre. Une des premières choses qui m'a frappé, c'est la précision des tirs indirects, c'est-à-dire au-delà de la vue directe. Et en particulier le fait que désormais, on pouvait détruire les engins de combat en les attaquant par le haut et non plus en tir direct, comme c'était encore le cas dans les années 80, où toutes les trajectoires des munitions capables de détruire les engins de combat étaient des trajectoires tendues, peu différentes de la vue optique. Et alors, il m'a semblé que toutes ces modifications remettaient en cause ou étaient de nature à remettre en cause un phénomène central de la tactique élémentaire qui est la question de la fixation. Par ailleurs, d'autres modifications très intéressantes étaient survenues à peu près à ce moment-là. Les performances des navigations, désormais, on savait très précisément où on allait, par où on y allait et où on était. C'était une performance très étonnante pour quelqu'un de ma génération. Quand j'étais jeune officier, chef de peloton ou de section, je ne savais pas très bien où j'étais, je ne savais pas très bien où j'allais, et je ne savais pas très bien par où j'allais y aller. Et donc, tout ceci entraînait un espèce de flou, qui n'était pas révélé, qu'on essayait de dissimuler, mais il n'empêche qu'il était difficile de savoir exactement où on était et surtout où étaient les autres. L'arrivée du GPS américain a fait tomber cet obstacle considérable, cette entrave considérable à la manœuvre tactique. Un autre point très intéressant aussi, c'est l'arrivée du système de transmission français RITA, qui a d'ailleurs été acheté par l'armée américaine. Et ce système a permis d'organiser les liaisons, non pas comme un système arborescent, où chaque point de passage permet d'en toucher deux ou trois autres, et ainsi de suite, mais
a permis d'organiser les liaisons selon un système de réseau. Dès lors, n'importe quel correspondant pouvait atteindre un autre correspondant en s'affranchissant de la relation hiérarchique. Ceci est extrêmement important parce qu'il met en cause, il remet en cause la notion de l'autorité verticale, qui est au cœur de nos systèmes d'organisation et d'articulation des forces. Donc, en prenant en compte tous ces éléments, j'en suis arrivé à me dire que on ne pouvait plus continuer à avoir un type de manœuvre, un type d'organisation, un type de conception qui, en gros, était de forme napoléonienne. Il y a un autre élément qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est la possibilité de combattre en mouvement. Quand j'étais jeune chef de peloton de chars, on allait de position de tir en position de tir. Ce qui fait que manœuvrer, c'était amener des feux au bon endroit et au bon moment. Et entre ces moments et entre ces endroits, il ne se passait pas grand-chose. Alors que l'accession au véritable combat en mouvement, qui était lié à la stabilisation des conduites de tir, et qui était lié aussi à l'automatisation des chargements, a permis véritablement le combat en mouvement. Et donc, remet en question également le problème du poste de combat. Ce sont des considérations très élémentaires, très terre-à-terre, qui concernent les exécutants des plus bas échelons dans la chaîne tactique. Mais il n'empêche que ces considérations élémentaires et ces gestes élémentaires des exécutants étaient de nature à avoir des conséquences très importantes sur la façon dont on concevait la manœuvre. C'est un peu ça, tous ces éléments qui m'ont poussé à réfléchir à d'autres organisations, à d'autres façons de concevoir la manœuvre et d'articuler nos moyens, nos forces. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit bouquin pour mettre noir sur blanc toutes ces conceptions qui, encore une fois, résultaient d'observations assez simples et qui touchaient d'ailleurs les niveaux les plus élémentaires des organisations. Peu de temps avant d'écrire mon livre, j'étais, comment dire ça, deputy, second dans un régiment de chars. Et j'étais frappé par le poids, la charge de travail qui pesait sur les responsables des petits échelons tactiques. C'était à quel moment? C'était dans les années 80, 90? C'était en 86-88. Et honnêtement, j'avais l'impression qu'on se trompait nous-mêmes sur la capacité de ces petits échelons, le chef de peloton de chars, le commandant de compagnie de chars, la charge de travail qui était la leur était presque insupportable. Et en observant cela, et en voyant ces jeunes officiers se débattre avec des difficultés considérables, je me suis dit, mais on ne peut pas continuer comme ça parce que on les place devant des difficultés telles qu'à moins d'être un acrobate, on a peu de chance d'y arriver. Et c'est aussi cette difficulté qui m'a poussé à envisager une organisation tactique dans laquelle les échelons subalternes n'auraient plus qu'à se préoccuper du service de leurs armes et de l'utilisation du terrain. Mais pour arriver à cela, il fallait disposer d'un système général de commandement qui permette de libérer ces échelons d'exécution des contraintes très compliquées qui pesaient sur eux jusqu'à cette époque. Un autre point
extrêmement important, c'est que, et qui s'enchaîne avec la réflexion précédente, c'est que désormais, on est capable de délivrer une image commune pour tous les échelons tactiques en dessous du niveau de la brigade à peu près. Autrefois, à l'époque où j'exerçais mes talents, c'était impossible. Et en fait, la transmission des ordres en cascade dans ces systèmes arborescents qui conduisaient d'ailleurs au découpage du terrain en petites tranches de plus en plus fines était une nécessité pour transmettre aux petits échelons la compréhension de la manœuvre conçue à l'échelon élevé. Si aujourd'hui on est capable d'avoir une image commune des situations, alors à ce moment-là, ces petits échelons tactiques sont capables de comprendre l'idée de manœuvre telle qu'elle est accouchée en quelque sorte par l'échelon qui la conçoit. On peut envisager un allègement de ces cascades de transmission qui étaient quand même compliquées, qui se prêtaient à des interprétations successives et donc à des modifications plus ou moins volontaires de l'idée de manœuvre initiale et qui faisaient peser sur les échelons d'exécution une charge de travail très lourde. Il y a un autre point aussi qui m'a beaucoup préoccupé et qui venait de ce que j'ai eu longtemps beaucoup de mal, personnellement, à comprendre ce que voulait dire exactement commander et contrôler. Il me semblait d'ailleurs que dans l'expression, qui est une expression américaine bien connue, command and control, cette association permanente des deux fonctions était de nature à biaiser les raisonnements, à troubler dans l'esprit des exécutants ce qui revenait à l'un et ce qui revenait à l'autre. Et donc je me suis dit qu'il était peut-être temps d'envisager un système de commandement qui distingue assez nettement ces deux fonctions importantes, mais qui ne sont pas de même nature l'une et l'autre. Et donc, je me suis dit, peut-être faudrait-il introduire un échelon intermédiaire qui soit en charge de l'organisation des mouvements dans une zone de contrôle, qui soit en charge de la sûreté dans cette zone de contrôle, qui soit en charge des rendez-vous logistiques dans cette zone de contrôle et de la circulation et des obstacles à la circulation. Si on arrivait à organiser un système de ce type, alors le commandeur, celui qui conçoit la manœuvre, qui imagine la façon dont la force doit agir, pourrait être en prise directe avec l'exécutant qui, à travers cette image commune de la situation, pourrait comprendre l'ordre de l'échelon plus élevé et l'exécuter, et entre les deux pourrait s'installer un système de contrôle qui remplirait les fonctions que j'ai nommées à l'instant et qui permettrait d'organiser dans de bonnes conditions et en particulier de sûreté la manœuvre des tout petits échelons. Alors, ces idées étaient évidemment un peu au début un peu nébuleuses et j'ai tenté de les organiser et de les mettre correctement en forme. C'est ce qui m'a conduit à écrire ce petit bouquin. Si vous écririez le livre maintenant, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans, 24 ans après, qu'est-ce que vous direz maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans votre perception, votre conception de cette guerre réseau, cette guerre future? Au niveau des techniques, il y a eu des ajouts, mais fondamentalement, les choses sont encore convenables. Je m'explique. Un des grands changements, une des grandes innovations assez récentes d'ailleurs,
vient de l'emploi des drones. Mm. Mais de mon point de vue aujourd'hui, cet emploi des drones ne fait que renforcer la pertinence de mes idées. Mhm. À l'époque, quand j'ai écrit mon petit bouquin, les drones n'étaient envisagés que par leur capacité de renseignement, de connaissance des situations et de connaissance du champ de bataille. C'était déjà pas mal, mais il est vrai que leur utilisation comme arme était encore dans les limbes. Petit à petit, en particulier dans le cadre de situations asymétriques, on a utilisé les drones pour traiter des cibles matérielles ou humaines. Mais ça restait encore extrêmement ponctuel pour une raison, à mon avis, simple, qui était celle d'un rapport coût-efficacité. Ça coûtait très cher. Mm. Les drones évolués euh, dont disposait en particulier l'armée américaine, mais également les Israéliens ont porté très tôt un intérêt important à cette question. Les Français, hélas, ont peut-être été un peu négligents sur ce sujet. En tous les cas, c'était encore euh, utilisé dans le cadre, j'allais dire presque de l'opération spéciale. Et puis, récemment, et alors en Ukraine de façon manifeste et massive, les drones sont utilisés comme armes. Et leur capacité évidente de destruction par le haut, donc de destruction par le toit des engins, euh, est maintenant indubitable et incontestable. Et en plus, ça ne coûte pas très cher. Embarquer une charge creuse sur un petit drone qui vaut 500 $, c'est désormais possible. Et donc, de mon point de vue, la modification tactique qui touche le phénomène de la fixation est encore amplifiée par ces nouvelles techniques qui font irruption de façon très efficace sur le champ de bataille. Alors si je devais réécrire ou du moins faire un ajout à mon petit bouquin, je pense que j'insisterai sur le caractère obsolète de la manœuvre axiale. On, on est très marqué, en particulier en France, par l'influence napoléonienne. Alors évidemment, c'est une référence exceptionnelle et passionnante, mais les choses ont changé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la manœuvre axiale, animée par la concentration des moyens, n'est plus possible. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, les événements auxquels on assiste aujourd'hui l'indiquent de façon assez claire. Quand j'observe l'entrée en campagne des Russes vis-à-vis de l'Ukraine, en dehors du fait que les Ukrainiens ont probablement été considérablement aidés par le renseignement américain, on ne peut pas s'empêcher de penser que la manœuvre axiale initiale des Russes sur Kiev a complètement échoué, et elle a échoué, à mon avis, pour différentes raisons. D'abord, les Russes ont pris ça pour une promenade militaire et apparemment, en tous les cas, n'avaient pas accordé à leur adversaire une attention suffisante. Et leur adversaire, en plus, a joué un jeu extrêmement intéressant et assez risqué, il faut le dire, en combinant euh, des procédés relevant presque de la guérilla avec des procédés relevant de la manœuvre anti-char traditionnelle. Et ils ont été considérablement aidés dans cette affaire par la livraison d'armes anti-char par les États-Unis, et je pense en particulier au Javelin, Mhm. qui est justement un engin euh, qui remet en question les considérations traditionnelles du poste. Lorsque vous vous postiez, quand j'étais encore en activité, vous cherchiez à vous protéger des armes à tir tendu.
Et là, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et on a assisté à ce spectacle hallucinant de voir une colonne de chars russes ayant un développement sur plusieurs kilomètres, bloquée en tête et en queue par des tirs d'armes qui détruisaient les engins par le haut. Et si vous associez à cela une technique très courageuse et très active des moyens d'infanterie ukrainiens, agissant en petites équipes et tout en gardant malgré tout une coordination intéressante, eh bien, on a eu le résultat qu'on a eu, c'est-à-dire que l'affaire, l'attaque russe, dont on pensait tous, plus ou moins, qu'elle n'était qu'une question de jour et que l'Ukraine allait s'effondrer en, allez, disons, quelques semaines, a complètement échoué. Et quelque part, alors, il est encore un peu tôt peut-être pour analyser dans le détail avec finesse cette affaire, mais il me semble que, d'ailleurs, un de mes antécédents, le commandant Brossolet, que vous connaissez, euh, là aussi, si vous voulez, cette filiation tactique a assez bien fonctionné dans le cas d'espèce. Et donc, C'est-à-dire, vous bien parlez pour ma part, de, vous une parlez de, confirmation de ces essais et perspectives qu'on a essayé de définir. oui. Vous parlez du livre de Brosselet sur le nom Oui, bataille. oui. Alors, le, la différence entre Brosselet et mes idées, Brosselet s'élevait à l'époque contre la conception nucléaire de l'ultime avertissement. Et donc, en fait, ces idées euh, s'appuyaient au fond sur le fait que, au dernier moment, on ne tirerait pas. Et il a cherché à développer, dans le cadre budgétaire contraint qui a toujours été le nôtre en France depuis la Seconde Guerre mondiale, il a cherché à développer un système peu coûteux et susceptible d'encaisser, d'amortir, de digérer le choc présumé de la force blindée mécanisée soviétique. C'était ça son idée. Il plaquait donc sur le terrain un dispositif extrêmement profond, Oui, susceptible d'absorber la poussée mécanisée soviétique et d'offrir la possibilité de contre-attaque blindée dans des intervalles qui auraient été préparés par le dispositif profond mis en avant des quelques éléments blindés mécanisés que nous possédions. oui. Mais c'était une chose qui m'a frappé quand j'ai lu Brosselet, c'était que, d'une certaine mesure, il a repris la conception de la défense en profondeur de la Première Guerre mondiale. Et deuxièmement, j'ai été frappé par le fait qu'il a basé son idée sur les petites équipes anti-chars, avec les petites équipes avec les jeeps et les TOW, les missiles TOW anti-chars. Et en tant que défense profondeur, il y a toujours une linéarité dans ces idées, parce qu'il y a toujours un front, et il y a la pénétration de soviétique, et il a eu des petites équipes comme ça, mais ça restait assez axial quand même. Ce qui était très axial, c'était la manœuvre des Russes dans cette affaire. Alors, évidemment, Qui n'a pas beaucoup changé apparemment. on ne peut pas complètement s'affranchir de ce que fait l'adversaire. Oui. Donc, euh, je ne suis pas sûr d'ailleurs que les conceptions des Ukrainiens aient été le résultat d'une vision préalable très intégrée et très réfléchie. Je, je me trompe peut-être, et encore une fois, il faut rester modeste et prudent parce que on ne dispose pas, ou tout au moins personnellement, je ne dispose pas des informations suffisantes pour véritablement bien analyser la chose. Mais
enfin, mon impression, c'est qu'ils ont fait preuve d'un opportunisme extrêmement intelligent et efficace, et que bon, ils étaient dans une situation désespérée, ils ont fait flèche de tout bois et ça a marché finalement. Oui. Donc, euh, le problème de cette affaire, c'est que peut-être aussi la tête leur a tourné, comme on dit en français. C'est-à-dire que l'échec majeur des Russes dans cette première séquence, suivi de la reconquête de Kharkiv, a donné aux Ukrainiens le sentiment qu'ils allaient peut-être pouvoir gagner la guerre, véritablement. Et alors, la troisième séquence, celle qui se déroule en ce moment d'ailleurs, les a conduits à adopter une manœuvre linéaire pour bloquer la manœuvre axiale. Et je ne suis pas sûr, je crains même que l'usure que génère une manœuvre de défense linéaire risque d'épuiser leurs forces et de les placer dans une situation très sérieuse. Mm. D'autant plus que si on prend en considération les réflexions russes, qui sont plus ou moins issues des réflexions soviétiques et qui sont elles-mêmes largement influencées par les travaux d'un très intéressant d'ailleurs de Svetshin, je crains que les Ukrainiens soient confrontés à ces mouvements latéraux d'exploitation dans la largeur face à une défense linéaire qui risque de finir par se trouver submergée ou du moins perpétuellement bouleversée. C'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé en 1918 euh, sous l'impulsion de Foch vis-à-vis des Allemands. J'ai l'impression que l'évolution de la guerre en Ukraine, on a évolué. D'abord, il y avait une situation à peu près comme vous avez décrit dans votre livre, mais aussi dans que Brosselet, quoi qu'il était un colonel, n'est-ce pas? Que le Oui. colonel Brosselet a écrit avec une défense en profondeur très non linéaire. Mais on a évolué vers une situation qui me rappelle beaucoup plutôt de la Première Guerre mondiale, mais avant 18, c'est-à-dire très linéaire. Avec cette reprise de la linéarité, les Ukrainiens ont perdu certains avantages qu'ils avaient eus. Et que cette guerre linéale, ça marche dans le faveur, ça favorise le côté russe. Alors, je pense que une des grandes difficultés, c'est que les impératifs tactiques ne correspondent pas toujours aux besoins stratégiques et encore moins aux exigences politiques. Mm-hmm. Et probablement, c'est une des difficultés que rencontrent les Ukrainiens et qui ont justifié l'éviction du précédent chef d'état-major. Il est très difficile pour une entité, pour un pays, dont le but de guerre est de retrouver ses frontières légitimes et en même temps de mener un combat de défense mobile dans la profondeur. Parce que dans l'immédiat, ça le contraint à accepter des cessions de terrain, des pertes géographiques, avec l'espoir de briser la force qui le contraint et du coup de remporter la mise. Mais pour accepter ce risque, évidemment, il faut que le tacticien soit très convaincant et que le politique comprenne ce que le tacticien veut faire. Je pense que le conflit qui a émergé entre le chef d'état-major ukrainien et le président Zelensky est de cette nature. Et on comprend bien pourquoi. Et alors, du coup, il se cramponne au terrain dans des dispositifs linéaires extrêmement contraints et du coup, ils ne profitent pas de leur aptitude manœuvrière qu'ils ont manifestée de façon très pertinente et très efficace dans la première séquence du conflit. Je pense qu'ils sont aujourd'hui dans une situation très difficile parce que il y a une contradiction entre ce que la tactique exigerait et ce que la politique demande.
c'est pas la première fois que ça Non, arrive. pas du tout. Mais pour résumer, la tactique demande une bataille non linéaire, mais la politique demande une linéarité parce que une bataille non linéaire, ça exige le sacrifice du terrain. Il faut laisser pénétrer Oui, l'adversaire. oui. Si vous voulez, enfin, il faut rester modeste et se garder de réponses trop catégoriques, mais l'utilisation rationnelle des attaques par le haut, de l'interdiction des concentrations, l'utilisation rationnelle des capacités en renseignement dont ils disposent, en grande partie via euh, le renseignement américain, est de nature à leur permettre de remporter une bataille en s'extrayant de ce dispositif linéaire qui, quelque Hmm. part, ne leur permet pas d'exploiter ces éléments de supériorité. Et alors, n'exagérons rien, manifestement, la situation que connaissent leurs adversaires n'est pas très brillante non plus, et eux aussi sont très contraints par euh, le, la difficulté qu'il y a à mettre une force conséquente derrière la flèche, derrière, pour le moteur de la manœuvre axiale ne marche plus, parce qu'on ne peut plus le mettre en place. Donc, ils sont eux aussi dans l'embarras. Mais, à l'usure, ils risquent d'être gagnants. Et c'est un peu, comment dirais-je, navrant de voir que les Ukrainiens qui ont manifesté de superbes capacités manœuvrières adaptées aux situations nouvelles dans la première séquence du conflit, aujourd'hui, pour des raisons politiques qu'on comprend bien, se battent comme on s'est battu pendant la Première Guerre mondiale, pratiquement. Hmm. C'est dommage. Oui. Quelles sont les leçons que vous voyez dans la guerre, dans cette guerre en Ukraine? Bon, personne ne lit dans le mar de café, comme on dit. Donc, ce qui est très difficile, c'est de faire évoluer un système en cours d'action. Mhm. C'est très très difficile. On fait la guerre avec ce que l'on a Oui. et évidemment, tout n'est pas du meilleur niveau. Dans l'existant, dans les armées, il y a des équipements qui ont 30 ans d'âge et il faut faire avec. Ce que je pense, c'est qu'il faut essayer de se demander qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui modifie nos conceptions qui sont ancrées dans nos têtes. On dit toujours, on prépare la guerre d'avant. C'est un peu vrai. Là, on est confronté à une situation qu'il va falloir traiter et ça pose des problèmes très délicats. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les armées occidentales, en tous les cas l'armée française, a bien intégré les capacités nouvelles et quelque part, elle fait mieux que ce qu'elle faisait avant, mais malheureusement, elle fait toujours un peu comme avant. Mais Mhm. elle fait mieux, incontestablement. Et je suis évidemment, comme tout le monde, les commentaires incessants auxquels on est confronté aujourd'hui. Et je suis frappé par le côté un peu archaïque des conceptions des uns et des autres. Au fond, on rêve de recommencer la bataille des Ardennes ou de recommencer la guerre des 6 jours. Il faudrait, pour accéder à la victoire, il faudrait être capable de repenser complètement le système et euh, accepter de modifier radicalement nos conceptions. Le problème, c'est que aujourd'hui, on est presque tous d'ailleurs au pied du mur. Et ça, il est un peu tard pour revoir les choses. Sauf si un esprit génial arrive à s'emparer des nouvelles technologies, à faire comprendre aux exécutants tout, tout ce qu'ils peuvent en tirer et à essayer. Alors il faut bien sûr avoir un tempérament de joueur pour réaliser ce genre d'opération et tout le monde n'est pas Bonaparte. Oui. Donc Non.
C'est très difficile et probablement nous contenterons-nous, par essais et erreurs successifs, de nous rapprocher petit à petit Mhm. de la bonne conception d'utilisation des moyens techniques qui sont maintenant depuis plus de 20 ans à notre disposition, mais le fossé qui existe entre nos conceptions et nos capacités n'a pas encore été comblé, de mon point de vue. Oui, oui. Je voudrais vous poser une autre question qui est un peu différente. Dans votre deuxième livre, Oui, oui, il y a dans votre livre, vous avez écrit que peut-être ce n'était plus possible de trouver la décision dans l'action militaire. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait chercher la décision ailleurs, avec le soutien de l'action militaire, bien sûr, mais autrement, la décision serait ailleurs. Et dans un certain sens, vous avez repris les argumentations de Bouffe là-dessus, avec son idée de manœuvre extérieure et de fait qu'avec les armes nucléaires. oui, 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 oui. Alors, oui, c'est très intéressant, ça. Les idées de Beaufre sur euh, l'effet de ciseaux entre la paralysie tactique induite par la menace nucléaire et euh, le chinte de la tactique par l'asymétrique qui cherche la décision ailleurs que littéralement sur le champ de bataille. Je crois que le problème auquel sont confrontés les Ukrainiens aujourd'hui échappe momentanément au moins à cette problématique, car malheureusement, ils sont confrontés, ou ils risquent d'être confrontés au déferlement de la force brutale qui, momentanément au moins, risque de les submerger. Dans le cas présent, c'est d'ailleurs un peu ce que les politiques disent et ce que le président de la République française dit, c'est qu'il faut à tout prix empêcher ce déferlement, cette submersion et la défaite totale de l'Ukraine face à la force manifestée par les Russes. Quelque part, on escompte d'un tel résultat la possibilité de l'ouverture de négociations qui devraient conduire à un compromis acceptable par les deux parties. De toutes les façons, dans tous les cas de figure, sauf peut-être celui de la Deuxième Guerre mondiale, les affrontements militaires, en général, se terminent autour de la table des diplomates. Chacun y arrive avec ses cartes. Le jeu est plus ou moins garni selon les résultats opérationnels obtenus par les moyens militaires. Est-ce que dans le cas d'espèce, on va pouvoir arriver à ce résultat? Sans doute serait-il intéressant de tenter de développer chez nos adversaires un esprit plus critique, d'aider les peut-être dissidents ou réfractaires ou non volontaires à manifester plus efficacement leur, comment dirais-je, leur mauvaise volonté, de façon à contraindre l'adversaire à composer. Le problème, c'est que il semble que l'opinion russe, dans son ensemble, est assez en phase avec la politique, la stratégie de M. Poutine, et que donc de ce côté-là, pour le moment tout au moins, je ne sais pas si on a tenté beaucoup de choses, en tous les cas, on n'a pas eu beaucoup de résultats. Tout ne se passe pas uniquement dans l'univers tactique et opérationnel. Et probablement, si notre adversaire sentait le développement ou la montée en puissance de sentiments discordants ou
peu conforme à ses vues, il serait peut-être plus enclin à mettre les pouces. Je ne suis pas très sûr, par exemple, que sa manœuvre concernant ce qu'il appelle le Sud global soit forcément très efficace. Et évidemment, pour nous, dans le contexte actuel, c'est assez difficile, d'autant plus que le conflit israélo-palestinien complique la donne de ce point de vue. Mais peut-être pourrions-nous, avec reprendre, remettre le métier sur l'ouvrage et euh, essayer de convaincre ou de dissuader les partenaires actuels plus ou moins enthousiastes des Russes de continuer à les soutenir et à les aider. Il y a 2 ans encore, sur les plateaux de télévision occidentaux, on ne parlait jamais de ces sujets opérationnels, tactiques ou stratégiques. C'était, en France en tous les cas, c'était tout à fait absent du débat. Et puis d'un seul coup, on ne parle plus que de ça. Probablement faudrait-il aussi se préoccuper d'autres champs d'action concourant à la manœuvre générale. Mon général, merci beaucoup pour vos propos fascinants et de cette discussion. Encore une fois, c'était un plaisir, un honneur de vous avoir ici sur ma chaîne, masculine, féminine. Euh, j'espère vous voir bientôt encore une fois en France. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps pour venir et parler et partager vos idées avec nous. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup en tous les cas de votre attention. Avec grand, grand plaisir.